Le gifle a résonné à travers le restaurant. La femme a chancelé. Café a renversé à travers le sol. Personne ne bougeait. À une table de coin s'est assis un Navy SEAL, un K9 discipliné couchant silencieux à ses pieds. Aucune réaction, aucun mouvement. Pas un seul mot. L'homme portant le badge s'était habitué au silence dans cette ville. Habitué à la peur, habitué aux gens regardant loin. L'autorité l'avait fait croire qu'il était intouchable. Cette croyance était fausse. Les limites qu'il a défiées appartiennent à un Navy SEAL qui savait exactement quand frapper. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous. Fin automne dans l'ouest du Colorado ne s'est pas annoncé avec romance. Il est arrivé comme un avertissement silencieux qui a coulé dans les coutures de tout dans l'air mince, dans les cadres en bois des vieux bâtiments, dans le souffle qui est devenu blanc l'instant qu'il a quitté votre bouche. Un faible, pâle soleil a plané derrière une couverture nuageuse basse, et l'autoroute a traversé les contreforts en longs tronçons gris bordés de pins et de parcelles de neige précoces qui ressemblaient plus à de la cendre qu'à l'hiver. La ville était le genre que les voyageurs manquaient s'ils clignaient des yeux. Une route principale, quelques vitrines sombres, et un restaurant routier assis au bord du gravier et du vent. Son enseigne néon bégayant dedans et dehors comme s'il était en train de décider s'y rester en vie. À l'intérieur de ce restaurant, la chaleur n'existait que parce que le chauffage se battait fort, et les gens parlaient doucement parce qu'ils avaient appris que le volume attirait le mauvais genre d'attention. Daniel Brooks est entré sans drame. Un vieux pick-up crissant à travers le lot, pneus crachant des pierres mottes cochant comme il a refroidi. Il s'est assis pour un battement avec les deux mains sur le volant épaules détendues, menton légèrement baissé, yeux regardant les fenêtres. La porte, le seul cruiser, garé un peu trop confiante près du côté du bâtiment. Daniel avait 34 ans, grand et musclé mince, le genre de force qui semblait discrète jusqu'à ce qu'elle bouge. Ses cheveux blonds sablonneux étaient coupés courts dans un style militaire strict, serrés sur les côtés, courts sur le dessus. Pas de dégradé à la mode, parce que l'habitude était plus facile que la réinvention. Une courte barbe en boîte encadrait sa mâchoire, nette et coupée, et une mince, pâle cicatrice courait le long de la mâchoire comme un vieux signe de ponctuation. Ses yeux noisettes avaient la vigilance constante d'un homme entraîné à remarquer ce que les autres manquaient, mais son visage ne portait aucune invitation à la conversation, aucune menace non plus, juste une présence contrôlée et tranquille. Il portait un uniforme de travail de la marine tapé le third dans une blouse et un pantalon vert AO2 correspondant au patch velcro vierge sans nom, sans grade, sans insigne, et des bottes de combat couleur sable poussiéreuse de la saleté de la route. Il ressemblait à quelqu'un qui avait quitté un endroit en hâte et n'avait pas pris la peine de devenir quelqu'un d'autre encore. À son côté gauche, le K9 bougeait comme si le froid ne pouvait pas le toucher. Le Malinois belge avait 5 ans compact et puissamment bâti avec un pelage fauve, posé sous une superposition noire foncée le long de son dos et de son visage qui faisait ses yeux ambres paraître encore plus sombres quand il se concentrait. La poitrine du chien était large, ses pattes à ressort, sa posture disciplinée, aucun mouvement gaspillé, aucun balayage nerveux, seulement une calme readiness professionnelle façonnée par la répétition et la confiance. Il portait un collier en cuir usé, simple et fonctionnel. Plus tard, il utiliserait un harnais tactique noir mat, mais cette nuit, c'était seulement le collier. L'identité du chien restait silencieuse de la même manière que Daniel gardait la sienne. Le Malinois restait proche sans se presser, assortissant le pouce de Daniel, tête à niveau, oreille lisant le monde. Il n'était pas un animal de compagnie dérivant à côté de son propriétaire. Il était un partenaire de travail qui comprenait le silence comme un outil. Daniel est sorti, le vent attrapant l'ourlet de sa blouse, et ensemble ils ont traversé le gravier et poussé dans le restaurant, la cloche au-dessus de la porte donnant un fin, fatigué tintement
qui ne portait pas beaucoup de gaieté. La chaleur a frappé d'abord, puis l'odeur. Café brûlé, vieille graisse, une faible douceur de quelque chose de trop cuit il y a des heures, et le bas murmure de gens essayant de garder leur vie petite. Le restaurant était étroit avec des banquettes en vinyle fissuré, du linoléum éraflé, et un comptoir qui avait été essuyé tant de fois que la surface semblait en permanence fatiguée. Près des fenêtres étaient assis 4 travailleurs immigrés, fin 20 ans à début 40 ans, visages usés par le travail en extérieur et de longues heures. Leurs vestes étaient lourdes, leurs mains rugueuses. Leur voix restait en espagnol, non parce qu'ils avaient honte, mais parce qu'ils avaient appris dans des endroits comme celui-ci qu'être remarqué pouvait devenir un problème plus vite que cela ne devenait une gentillesse. L'un d'eux, un homme au visage buriné et à la barbe poivre et seul, continuait de jeter des coups d'œil vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre et décide qu'il n'appartenait pas. Un autre plus jeune avait des jointures meurtries et une immobilité prudente, le genre qui venait d'essayer de rester employé dans une ville qui pouvait vous avaler sans laisser de traces. Derrière le comptoir se déplaçait Lena Parker, début 30 ans, grande et élancée avec une grâce tranquille, fatiguée, cheveux auburn tirés en un chignon lâche qui ne restait jamais soigné longtemps. Elle avait la peau pâle légèrement tachetée de rousseur sur son nez, des yeux verts qui portaient de la douceur, mais aussi la patience gardée de quelqu'un qui avait appris à garder ses réactions à l'intérieur de sa poitrine. Lena était polie avec tout le monde de la manière dont les gens deviennent polis quand la politesse est une armure. Or, elle souriait même quand elle ne le sentait pas, s'excusait même quand elle n'était pas en tort, et se déplaçait dans l'espace avec les épaules légèrement arrondies, comme si elle avait passé des années à essayer de ne pas prendre trop de place. Il y avait une vieille histoire dans cette posture, un ex-mari qui est parti et une bataille pour la garde, qui lui a appris à quelle vitesse la vérité d'une femme pouvait être rejetée dans une petite ville. Alors maintenant, elle travaillait dur, parlait doucement et survivait en ne donnant pas aux hommes puissants une raison de tourner leur attention vers elle. Daniel a choisi une banquette de coin avec son dos au mur, une habitude qui ne s'annonçait pas comme tactique à moins que quelqu'un sache ce qu'il regardait. Le Malinois a glissé sous la table et s'est couché à plat, menton en pause, presque invisible, présent mais non affiché, parce que la discipline signifiait être prêt sans être théâtral. Quand Lena est venue, Daniel a commandé l'article de petit déjeuner le moins cher sur le menu d'une voix calme, polie, pas de mots supplémentaires. Il a mangé lentement quand il est arrivé, coupant méthodiquement chaque morceau avec une économie de mouvement. À mi-chemin, il a glissé une portion pour le chien. Le Malinois l'a accepté sans bruit, queue bougeant à peine, mâchant avec une retenue contrôlée, le genre de calme qui venait de l'entraînement et du fait de savoir que les attentes de son maître étaient absolues. La cloche au-dessus de la porte a sonné de nouveau plus aiguë cette fois, et le murmure du restaurant s'est aminci de la manière dont une pièce change quand quelque chose d'indésirable entre. Mark Holloway est entré, et il ne ressemblait pas à un homme qui ait jamais demandé la permission d'exister. Holloway était dans ses fins 40 ans, assez grand pour dominer et lourd à travers la poitrine et la taille, son uniforme de shérif adjoint porté comme une possession plutôt qu'un service. Ses joues étaient un rubiconde, son nez légèrement enflé, ses yeux petits et agités, et ses cheveux foncés clairsemés étaient lissés en arrière avec trop de produits. Une tentative de contrôle qui ne pouvait cacher des années de boisson. Une courte, inégale barbe s'accrochait à sa mâchoire, plus négligence que style, et les lignes autour de sa bouche tiraient vers le bas une impatience permanente, comme si le monde lui devait du confort, et il lui en voulait à chaque instant qu'il ne payait pas. Son arme de poing était à sa hanche, et sa main a dérivé près de la poignée d'une manière presque paresseuse, non parce qu'il craignait quoi que ce soit dans ce restaurant, mais parce qu'il appréciait le rappel de ce que le badge et l'arme rendaient possible. Il n'a pas salué le propriétaire. Il n'a pas fait un signe de tête au client. Il a regardé les gens de la manière dont vous regardez des meubles que vous vous attendez à ce qu'ils vous obéissent.
Un couple de locaux sont restés immobiles. Les travailleurs immigrés ont baissé les yeux vers leur tasse. Les mains de Lena se sont serrées autour d'une cafetière pour un demi-battement. Puis elle les a forcés à se détendre de nouveau parce que dans son corps vivait un souvenir de ce qui s'était passé quand elle montrait de la peur ou de la colère. Holloway s'est assis au comptoir et a aboyé un ordre sans dire s'il vous plaît, puis a ri une fois à quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Fort et soudain, un rire qui a atterri comme une gifle avant même que sa main ne bouge. Lena a bougé rapidement. Prudente, c'est pas mesuré, sa voix douce. Elle a posé la tasse, et pour un moment, tout a semblé que cela passerait comme cela passait toujours. Calme, laid, supportable, jusqu'à ce que son coude heurte le bord de la cafetière. Café a éclaboussé à travers le comptoir, quelques gouttes frappant la manche de Holloway. Le gifle a sonné comme un craquement de bois se brisant, assez aigu pour couper à travers l'air vicié du restaurant. La tête de Lena a tourné sur le côté et elle a trébuché d'un demi-pas, son chignon se desserrant d'une mèche de cheveux auburn tombant sur sa joue. Son visage est resté immobile de la manière stupéfaite dont les corps restent immobiles quand ils essaient de décider si la douleur est réelle ou si l'admettre l'aggravera. Une marque rouge a fleuri instantanément le long de son pommette. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Sa main s'est levée à mi-chemin, puis a cessé de planer comme si toucher son visage pouvait transformer le moment en quelque chose d'officiellement vrai. Holloway se tenait au-dessus d'elle, souffle épais d'alcool et de mépris, yeux brillants de la satisfaction d'être regardé et non défié. « Regardez ce que vous faites », a-t-il dit d'une voix assez forte pour tout le monde, le ton d'un homme performant le pouvoir. « Vous les gens devenez paresseux quand vous pensez que personne ne fait attention. » La phrase « vous les gens » a plané dans l'air sans choisir de cible, ce qui l'a rendu pire. Cela pouvait être Lena. Cela pouvait être les travailleurs immigrés. Cela pouvait être n'importe qui que Holloway voulait faire rétrécir. Personne n'en parlait. Le cuisinier est resté caché dans la cuisine. Un homme local dans une cabine a regardé sa plaque comme si elle contenait des instructions de survie. L'un des travailleurs immigrés a serré sa mâchoire si fort que le muscle a sauté, mais il a gardé ses mains enroulées autour de sa tasse parce qu'il savait à quelle vitesse une ville pouvait se retourner contre quelqu'un, sans papier, sans témoin, sans conséquence. Lena a avalé, s'est redressée lentement et a forcé une petite excuse qui ne lui appartenait pas parce qu'elle avait appris que les excuses parfois vous achetaient du temps. Daniel a tout vu et n'a pas bougé. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas parlé. Sa posture est restée facile, épaules détendues, mains calmes, yeux fixés sur Holloway, sans la chaleur de la colère, sans la douceur de la supplication. Sous la table, le Malinois s'est tendu comme un fil tiré, ses muscles se déplaçant sous son court pelage, ses yeux ambres se fixant sur les bottes de Holloway, une basse vibration de readiness fredonnant dans sa poitrine. Le pied de Daniel a pressé légèrement contre l'épaule du chien, à peine un contact, un signal privé, et le Malinois est resté en bas, discipliné, silencieux, parce qu'il avait été entraîné à attendre la permission de la manière dont d'autres chiens attendaient la nourriture. Le silence de Daniel n'était pas faiblesse. C'était retenu, une décision contrôlée de ne pas alimenter la scène avec réaction. Mais Mark Holloway ne comprenait pas la retenue. Dans le monde de Holloway, le bruyant régnait et le silencieux se soumettait. Il s'est tourné alors, balayant le restaurant pour des yeux qui regardaient de loin, pour des corps qui frémissaient, et son regard a atterri sur Daniel, sur les patchs velcro vierges, le visage calme, le chien caché sous la banquette, l'absence d'excuses dans la posture de Daniel. Holloway a mal interprété l'immobilité comme de la peur et le calme comme de la soumission, et quelque chose dans son expression s'est courbé en un sourire en coin, le regard d'un homme qui avait trouvé un nouvel objet à presser juste pour prouver qu'il pouvait. Daniel a maintenu son regard sans le défier, sans baisser ses yeux non plus, présent d'une manière qui ne suppliait pas,
et ne menaçait pas. Le Malinois est resté à plat sous la table comme une ombre qui avait appris la discipline. Le sourire en coin de Holloway s'est élargi parce que pour lui le silence était une invitation. En cet instant, il a décidé que l'étranger dans la banquette de coin était la prochaine leçon que cette ville regarderait sans intervenir. Le restaurant n'a pas récupéré son souffle après la gifle. Il a simplement appris à le tenir plus longtemps. Le son est revenu en morceaux. Le chauffage cochant une cuillère tintant contre la céramique, le faible raclement d'un pied de chaise. Mais la conversation est restée enterrée, et les gens à l'intérieur ont arrangé leur corps de la manière dont les animaux le font quand un prédateur décide de s'attarder. Lena Parker se tenait derrière le comptoir avec ses mains pliées lâchement devant son tablier, épaules fixées dans une posture qu'elle avait pratiquée pendant des années grandes mais légèrement arrondies. La manière dont une femme apprend à paraître quand se tenir droite lui a coûté avant. Elle était une mère célibataire d'un garçon qui dormait le matin parce qu'elle travaillait la nuit. Un garçon qui posait des questions prudentes et a appris tôt à ne pas s'attendre à ce que les promesses soient tenues. Et l'histoire de cette responsabilité vivait dans les mouvements de Lena. Elle a essuyé le comptoir lentement, délibérément, yeux baissés, non par soumission, mais par calcul, parce qu'elle avait déjà rapporté Mark Holloway une fois, des années auparavant, après une nuit où sa colère s'était tournée vers elle dans un couloir arrière, et le rapport avait disparu de la manière dont la fumée le fait quand une fenêtre est ouverte, laissant derrière seulement l'odeur et la leçon que le papier ne vous protégeait pas si les mains le tenant appartenaient au mauvais homme. Elle avait appris alors à survivre par l'endurance plutôt que la résistance, à garder des enregistrements dans sa tête, à se souvenir des dates et des mots même quand la ville prétendait que rien de tout cela n'était arrivé. Daniel Brooks est resté dans sa banquette, finissant le dernier de son repas sans hâte, le genre de pas mesuré qui suggérait qu'il n'avait pas l'intention d'être pressé de partir par la tension ou l'autorité. Le Malinois belge est resté sous la table, corps immobile, yeux alertés, une présence disciplinée qui n'attirait aucune attention, pourtant changeait la température de l'espace pour ceux qui le remarquaient. Le pelage du chien a attrapé la faible lumière du restaurant en or terne et ombre, son souffle régulier, son awareness fixé non sur les gens qui craignaient Holloway, mais sur l'homme lui-même, parce que l'entraînement lui avait appris que le danger ne s'annonçait pas avec du bruit. Le visage de Daniel n'a rien révélé, pas de colère, pas de peur, pas de pitié, seulement de l'attention, et cela est plus troublé les gens qu'une réaction l'aurait fait, parce que l'attention impliquait la mémoire, et la mémoire impliquait des conséquences. George Miller, le propriétaire du restaurant, se tenait près de la caisse enregistreuse prétendant compter des billets qu'il connaissait déjà par cœur. Il était au début de ses 60 ans, épais à travers les épaules de décennies sous terre main cicatrisées et noueuses du travail minier qui avait payé son chemin jusqu'à ce que les mines ferment et le laissaient avec une toux qui ne partait jamais tout à fait. Ses cheveux étaient minces et gris, sa posture légèrement voûtée, mais ses yeux étaient vifs, et derrière eux vivait un long catalogue de choses qu'il avait vues et choisi de ne pas défier. George avait ouvert le restaurant après la fermeture de la mine parce qu'il avait besoin d'un endroit qui ne l'abandonnerait pas comme l'entreprise l'avait fait, et il l'avait maintenu en vie à travers les hivers et les mauvaises saisons en apprenant quand parler et quand garder sa bouche fermée. Il savait exactement à quelle fréquence Holloway entrait sans payer, à quelle fréquence la caméra malfonctionnait après, et combien d'enregistrements il avait discrètement dupliqués et cachés au fil des ans, non par bravoure, mais par un refus privé de laisser la ville effacer complètement sa propre histoire. Près de l'extrémité du comptoir, Evan Reed était assis raidement sur un tabouret, uniforme trop neuf, posture trop prudente. Il avait 23 ans, récemment sorti de l'académie, avec un look soigné qui croyait encore aux règles parce que les règles étaient ce qui l'avait amené ici. Les cheveux d'Evan étaient soigneusement coupés, ses bottes polies avec une attention qui frôlait l'anxiété, et ses mains reposaient à plat sur ses cuisses,
comme s'il craignait qu'elle ne le trahisse si elle bougeait. Il avait grandi 2 comtés plus loin, le fils d'un mécanicien qui lui avait appris que l'autorité se gagnait par la constance, pas par la peur, et cette croyance l'avait suivi dans le badge qu'il portait maintenant. Regarder Holloway avait déjà mis à l'épreuve cette croyance. Être témoin de la gifle l'avait resserré en quelque chose de douloureux, parce qu'Evan savait que c'était mal, savait que cela devait être rapporté, et savait aussi avec une clarté qui le rendait nauséeux que le rapporter par les canaux habituels mènerait directement à l'homme qui les contrôlait. Il a jeté un coup d'œil une fois vers Daniel, puis vers Lena, puis a détourné le regard, mâchoire serrée parce que le courage sans plan ressemblait à une autre façon de blesser les gens. Daniel s'est levé quand il a fini de manger, ses mouvements sans hâte, sa chaise glissant doucement en arrière, et il s'est approché du comptoir avec un calme qui a attiré l'attention de Holloway avant même que Daniel ne parle. Il a posé son argent comptant soigneusement, comptant le montant avec précision, puis a ajouté plus, pliant les billets afin qu'ils reposent à plat et visibles. « Cela couvre le mien, a-t-il dit doucement, sa voix calme et polie. « Et ce qui a été manqué plus tôt? » George a levé les yeux, surpris, et pendant une seconde le poids de Jessica l'a frappé plus fort que n'importe quelle confrontation l'aurait fait. Ses doigts vont légèrement trembler alors qu'il prenait l'argent, non à cause du montant, mais parce que quelqu'un avait reconnu la dette sans en faire un spectacle. Lena l'a vu aussi, le simple acte de reconnaissance, et quelque chose derrière ses yeux a changé. Une petite chose dangereuse comme l'espoir qu'elle s'est forcée à repousser parce que l'espoir avait l'habitude d'être puni ici. Daniel s'est détourné du comptoir et a fouillé dans la poche de sa blouse. Il a retiré un petit morceau de papier déjà plié et l'a placé sous le bord de l'assiette qu'il avait utilisée, sans attirer l'attention, sans expliquer. Dessus était un numéro de téléphone écrit en lettres capitales soignées. Pas de nom, pas d'unité, pas de contexte. Juste un numéro qui appartenait à une ligne qu'il n'utilisait plus souvent. Une relique d'une vie où les appels étaient courts et les décisions portaient du poids. Il n'a pas regardé Lena quand il l'a laissée là, parce qu'il comprenait que demander à quelqu'un de rencontrer vos yeux pouvait sembler comme leur demander de risquer quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à risquer encore. Il a marché vers la porte, le Malinois se levant doucement et se rangeant à son côté. Et c'est là que Holloway a bougé. Le shérif adjoint s'est positionné dans l'embrasure de la porte avec une confiance aisée, une botte inclinée vers l'extérieur, corps tourné juste assez pour bloquer le passage sans paraître ouvert, un truc appris par la répétition. Il a posé une main sur la poignée de son pistolet, le pouce brossant le cuir usé de l'étui dans un mouvement décontracté et pratiqué destiné à rappeler à tout le monde qui décidait comment les situations se terminaient dans cette ville. Le restaurant a semblé rétrécir autour de lui, mur pressant vers l'intérieur, la sortie soudainement théorique plutôt que réelle. Déjà en partant, a dit Holloway, voix portant le traîneur paresseux d'un homme qui aimait s'entendre parler quand d'autres devaient écouter. Ses yeux ont flashé brièvement vers le chien, puis de nouveau vers le visage de Daniel mesurant. Le Malinois s'est arrêté quand Daniel s'est arrêté, muscles se tendant mais contenus. Regard fixé sur la section médiane de Holloway, lisant l'équilibre et l'intention de la manière dont il avait été entraîné à le faire. Daniel n'a pas levé ses mains. Il n'a pas touché le chien. Il s'est tenu avec ses épaules détendues, posture facile, comme s'il attendait la permission de sortir d'une maison privée plutôt que d'un espace public. « Oui, a-t-il dit, rien de plus, son ton respectueux sans soumission. » Holloway s'est approché, encombrant l'espace délibérément, sa main toujours près de l'arme. « Drôle, a-t-il dit, yeux se rétrécissant. Vous ne ressemblez pas à la plupart des vagabonds. » Les mots étaient un appât, et la pièce le savait. L'un des travailleurs immigrés a levé les yeux brièvement, puis s'est rétracté, la prudence réflexive d'un homme qui avait appris que la confrontation de quelqu'un d'autre pouvait se répandre sur quiconque à proximité. Evan Reed s'est décalé sur son tabouret, puis est resté immobile de nouveau.
peur et principe se heurtant derrière ses yeux. Daniel n'a pas répondu aux commentaires parce qu'il comprenait que les explications étaient des invitations et les invitations pouvaient être tordues en permission. Le silence utilisé correctement était une frontière. Le Malinois est resté parfaitement immobile, une mesure de contrôle vivante et silencieuse qui contrastait fortement avec la dominance performative de Holloway. Le regard de Holloway est tombé brièvement vers le chien, lèvres se courbant. « Gros animal », a-t-il dit. « Le vôtre ?» ?»« Oui », a répondu Daniel. Le seul mot mesuré, « final ». Pendant un moment, Holloway n'a rien dit, et à ce moment, le restaurant a de nouveau retenu son souffle, chaque personne calculant ce que le prochain mouvement leur coûterait. Les yeux de Lena ont flashé vers le papier sous l'assiette et de nouveau vers le dos de Daniel, son esprit déjà parcourant ce que ce nombre pourrait signifier et s'il utilisait la mettrait une cible sur elle qu'elle ne pourrait pas survivre. George Miller a déplacé son poids, le souvenir des enregistrements cachés lourd dans sa poitrine, et s'est demandé si c'était la nuit où l'équilibre a basculé. Evan Reid a senti son pouls dans ses oreilles et s'est détesté de ne pas savoir comment agir sans empirer les choses. « Je n'aime pas les surprises », a dit Holloway enfin, sa voix plus basse maintenant, bordée d'irritation. « Et je n'aime pas les étrangers qui pensent qu'ils peuvent dire aux jeunes comment gérer leur business. » Ses yeux ont flashé vers le comptoir, puis de nouveau vers Daniel, s'assurant que tout le monde comprenait de qui il parlait. Daniel a rencontré son regard calmement, la même attention régulière qu'avant, et a dit seulement une phrase, sa voix égale, sa posture inchangée. « Je pars. » Les mots n'ont pas défié Holloway. Ils ne l'ont pas insulté. Ils ont simplement refusé de céder du terrain qui n'avait pas été le sien à prendre. Et ce refus a atterri plus fort que n'importe quel argument aurait pu. La mâchoire de Holloway s'est serrée, sa main reposant un peu plus fermement sur l'étui. Et dans ce serrement, tout le monde dans le restaurant a compris que quelque chose avait changé. Pas encore vers la violence, mais vers l'inévitabilité, le genre qui vient quand le pouvoir rencontre la retenue et confond le silence avec la permission. La phrase s'était à peine installée dans l'air. « Je pars ». Quand la température dans le restaurant a changé d'une manière qu'aucun chauffage ne pouvait corriger. Ce n'était pas plus fort, ce n'était pas plus rapide, mais plus lourd, comme si la pièce elle-même s'était penchée pour voir ce qui se passerait quand l'autorité rencontrait le refus. Le visage de Mark Holloway s'est tendu, le rougeau sur ses joues s'assombrissant, alors que l'orgueil se figeait en quelque chose de plus aigu, plus impatient et plus dangereux, parce qu'il avait construit sa place dans cette ville sur la supposition que personne ne lui disait jamais où était une ligne. Il a fait un pas de plus, serrant Daniel Brooks jusqu'à ce que l'espace entre eux s'effondre en pouces, son souffle portant la morsure ronce de l'alcool et du mépris. Ses yeux clignotant une fois vers les visages, regardant comme pour s'assurer qu'il y avait un public pour se souvenir de ce moment correctement. Puis, sans avertissement, sa main est montée et a frappé Daniel au visage, paume ouverte et vicieuse, le son claquant à travers le restaurant comme une planche se brisant sous un poids soudain. Daniel a chancelé d'un demi-pas, plus de surprise que de douleur, sa tête tournant avec le cou, le goût de fer fleurissant brièvement sur sa langue, mais il n'a pas levé ses mains, et il n'a pas atteint pour Holloway, parce que l'instinct et la discipline lui ont tous deux dit que la seconde après l'impact était là où les hommes faisaient des erreurs irréversibles. Sous la table, le Malinois belge s'est levé d'un coup dans un flou de muscles et d'intention un grognement bas remontant de sa poitrine. Brut et immédiat, son corps incliné vers l'avant, poids se déplaçant sur ses pattes avant alors que chaque ligne d'entraînement criait que son maître avait été attaqué. La voix de Daniel a coupé le son avant qu'il ne puisse devenir autre chose ferme et précise. Un seul commandement livré sans volume, mais avec une autorité absolue. Et le chien s'est arrêté à mi-mouvement, muscles encore tremblants, oreilles épinglées vers l'avant, yeux fixés sur Holloway, tandis que son corps s'abaissait de nouveau au sol. Obéissance mise en place par des années de répétition et de confiance.
Une vague de choc a traversé le restaurant chaises raclant doucement alors que les gens se déplaçaient sans se lever. Lena Parker figée derrière le comptoir avec une main pressée sur sa bouche, ses yeux grands ouverts, non seulement de peur, mais avec la reconnaissance que quelque chose était passé de la cruauté familière qu'elle endurait à une violence ouverte qui ne pouvait être rejetée comme un accident ou un malentendu. George Miller a senti sa poitrine se serrer douloureusement. Vieux poumon de mineur luttant alors qu'il regardait la scène qu'il avait redoutée pendant des années enfin se dérouler devant des témoins qui ne l'oublieraient pas. Et l'estomac d'Evan Reed a chuté alors que le son de la gifle résonnait dans ses oreilles. Parce que ce n'était plus une zone grise ou un problème de paperasse, c'était un crime se déroulant à la vue de tous, et son entraînement n'offrait aucun réconfort pour savoir comment l'arrêter sans se détruire dans le processus. Holloway a souri, une courte vilaine courbe de la bouche qui se nourrissait de réactions, et il a levé sa main de nouveau, appréciant le moment, appréciant le pouvoir de pouvoir frapper un homme qui ne suppliait pas ou ne rompait pas, parce que l'humiliation importait plus pour lui que la douleur. Daniel s'est déplacé, alors pas en avant et pas en colère, mais de côté, tournant juste assez pour que le deuxième coup coupe à travers l'air vide. L'élan de Holloway le portant au-delà de l'équilibre, alors que sa botte a attrapé le bord d'un pied de chaise. L'espace était trop serré, le restaurant trop bondé de corps et de meubles pour la récupération, et Holloway est tombé durement, s'écrasant dans une table assiette, claquant et se brisant à travers le sol. Café s'éclaboussant et se renversant alors qu'il a frappé le linoléum dans un enchevêtrement de membres et de fureur. Pendant une fraction de seconde, personne n'a respiré. Le son de la céramique brisée, pendant dans l'air comme une ponctuation. Holloway s'est redressé son visage rougissant d'un rouge plus profond alors que le rire mourait dans sa gorge et a été remplacé par quelque chose de sauvage et désespéré. Parce que perdre pied signifiait perdre le script, et perdre le script signifiait perdre le contrôle. Sa main a volé à son arme de poing, doigt enroulant la poignée, alors que le clic métallique de l'étui résonnait plus fort qu'il n'aurait dû dans l'espace confiné. « Au sol !» a-t-il crié, voix craquant de rage et d'autorité entrelacée. Vous résistez. Les mots sont venus automatiquement. Une accusation construite pour justifier tout ce qui suivait. Daniel n'a pas argumenté, n'a pas levé sa voix, n'a pas tenté d'expliquer la physique ou l'intention à un homme qui n'écoutait plus. Lentement et délibérément, il s'est abaissé au sol, s'allongeant à plat sur son ventre, mains se déplaçant derrière son dos dans un mouvement contrôlé qui communiquait la conformité sans soumission. Son attention partagée entre la respiration instable de Holloway et la tension vivante du chien derrière lui. « Reste », a dit Daniel doucement. Le mot destiné au seul malinois. Et le chien a obéi, s'abaissant de nouveau avec une discipline rigide, yeux ne quittant jamais Holloway. Son corps une ligne enroulée de retenue maintenue en place par le commandement plutôt que la peur. Holloway a avancé genoux pressant dans le dos de Daniel, alors qu'il forçait les poignets de l'homme ensemble, les menottes se fermant avec une force inutile. Chaque clic, une déclaration destinée à être entendue et mémorisée. Lena a tressailli au son, larmes montant malgré son effort pour les contenir, parce qu'elle reconnaissait le rituel maintenant, la manière dont le récit serait écrit sans sa voix, à moins que quelque chose ne change. Dehors, l'air froid s'est engouffré alors que la porte s'ouvrait, et le son d'une radio de police a crépité brièvement avant que Holloway ne traîne Daniel sur ses pieds et le pousse vers la sortie. Sa prise rude, sa mâchoire serrée, ses yeux balayant la pièce comme s'il défiait quiconque de parler. Personne ne l'a fait. Les travailleurs immigrés sont restés assis, épaules serrées parce qu'ils comprenaient que la bravoure était chère quand on n'avait pas de reçu pour prouver qu'on appartenait. Evan Reed est resté figé, ses mains tremblant légèrement sur ses côtés, regardant l'homme qu'il avait admiré en uniforme tordre la loi en une arme, et se détestant de ne pas savoir comment intervenir sans devenir le prochain exemple.
Dehors, le Malinois a été arrêté au seuil par l'ordre crié de Holloway. Un autre shérif adjoint s'avançant pour attraper le collier du chien et enrouler une longueur de corde autour d'un poteau métallique près de l'entrée du restaurant. Le shérif adjoint était plus âgé, plus lourd, avec des yeux fatigués et une posture résignée. Quelqu'un qui avait appris à suivre les instructions parce que la résistance n'avait pas payé depuis longtemps. Il a évité le regard du chien alors qu'il attachait le nœud, mains efficaces, apologétiques sans mots. Et le Malinois est resté immobile à travers tout cela, poitrine montant et descendant, yeux suivant Daniel alors qu'il était poussé vers le cruiser, parce que l'entraînement n'effaçait pas la loyauté. Il lui a seulement appris la patience. Daniel a été placé sur le siège arrière, la porte se fermant avec une finalité qui a résonné le long du tronçon de route vide. Et alors que le cruiser s'éloignait, le restaurant a été laissé derrière dans un silence qui semblait plus lourd qu'avant. Le genre de silence qui appuyait sur une ville jusqu'à ce qu'elle craque ou suffoque. Lena s'est effondrée sur un tabouret derrière le comptoir, ses joues encore brûlantes, son esprit parcourant les conséquences qu'elle avait toujours craintes et maintenant ne pouvait plus éviter. George Miller s'est penché lentement pour ramasser les assiettes cassées, ses mains tremblant alors qu'il rassemblait les morceaux, parce qu'il comprenait qu'une fois que du sang avait été versé en public, prétendre l'ignorance n'était plus une option. Evan Reed est sorti dans le froid, son souffle embuant l'air alors qu'il regardait les feux arrière disparaître vers le poste, l'image se gravant dans sa mémoire. Parce que quelque chose en lui savait que quoi qu'il arrive ensuite déciderait quel genre d'officier et quel genre d'homme il deviendrait. La ville n'a pas réagi tout de suite. Elle a absorbé le moment de la manière dont les petits endroits le faisaient toujours, tranquillement, lourdement, le laissant couler dans les murs et les conversations et les regards tacites, parce que tout le monde comprenait que la ligne avait été franchie et que rien de part et d'autre ne se sentirait plus jamais pareil. La cellule de détention n'avait pas de fenêtre, seulement une bande de lumière fluorescente qui bourdonnait sans merci, aplatissant le temps en quelque chose mesuré par des pas, et le raclement métallique d'un plateau glissant à travers une fente. Daniel Brooks était assis sur le banc étroit, le dos droit et les mains reposant lâchement sur ses cuisses, poignets encore marqués là où les menottes avaient mordu plus tôt, sa respiration lente et régulière parce que la discipline était une habitude qui ne demandait pas la permission de fonctionner. 48 heures pouvaient s'étirer ou rétrécir selon la façon dont un homme les rencontrait. Daniel les a rencontrés de la manière dont il avait rencontré Pierre, en gardant son esprit ancré dans de petites choses contrôlables, en comptant les respirations, en refusant de rejouer le restaurant dans sa tête comme autre chose qu'un fait déjà terminé. Quelque part au-delà des murs de béton, la ville s'est adaptée à son absence de la manière dont elle s'adaptait à tout le reste, tranquillement et sans cérémonie. Tandis que la vérité inaperçue au début a commencé à déplacer le poids. Evan Reed n'a pas beaucoup dormi cette première nuit. Il est rentré chez lui, s'est assis sur le bord de son lit, toujours en uniforme, et a regardé le mur jusqu'à ce que la pièce se sente trop petite pour les pensées pressantes contre elle. Evan était jeune, son visage encore ouvert d'une manière qui rendait son malaise visible, même quand il essayait de le cacher. Et l'académie lui avait appris la procédure, mais pas comment vivre avec le moment où la suivre signifiait devenir complice. Il est retourné au poste avant l'aube, cheveux soigneusement peignés comme toujours, posture prudente, et s'est déplacé à travers le bâtiment silencieux avec les pas doux de quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Le bureau de sécurité était vide, le bourdonnement des machines le seul son, et Evan s'est assis devant les moniteurs avec des mains qui tremblaient juste assez pour le trahir si quelqu'un l'avait regardé. Il connaissait les habitudes de Holloway, savait quelle caméra était habituellement en panne et quels fichiers disparaissaient après certaines nuits. Et quand il a accédé au système, sa mâchoire s'est serrée en voyant les images toujours là, négligées dans la hâte de la rage et de l'autorité. Evan a copié les fichiers méthodiquement,
les étiquetant avec des dates et des heures, les enregistrant sur un petit lecteur qu'il avait apporté de chez lui parce qu'il avait appris de son père que les preuves ne comptaient que si elles survivaient à la première tentative de les effacer. Quand il a fini, il s'est déconnecté, a effacé la trace d'accès du mieux qu'il a pu, et s'est assis un instant de plus, mains à plat sur le bureau, sentant le poids d'une décision qu'il ne pouvait pas annuler. À travers la ville, George Miller a déverrouillé le restaurant tôt et a travaillé seul dans le calme, l'odeur de désinfectant aiguisée dans l'air alors qu'il essuyait les comptoirs qu'il avait trop vus. Il se déplaçait plus lentement qu'avant, ses vieilles blessures se faisant sentir dans le froid, mais ses yeux étaient clairs, et la résolution qu'il avait évitée pendant des années s'était finalement installée dans ses os. George avait été mineur assez longtemps pour comprendre la pression. Il savait que l'effondrement ne se produisait pas à partir d'une seule fissure, mais de nombreuses ignorées, et la nuit d'avant avait été un avertissement qu'il ne pouvait plus ranger dans des tiroirs et prétendre n'existait pas. Lena Parker est arrivée alors qu'il faisait encore sombre, sa joue légèrement meurtrie, cheveux tirés fermement en arrière, comme si l'ordre pouvait tenir la mémoire à distance. Elle bougeait raidement sa douceur habituelle, remplacée par quelque chose de cassant, parce que voir Daniel emmener avait fait ce que des années d'endurance silencieuse n'avaient pas fait. Cela lui avait montré que le silence protégeait les mauvaises personnes. George a fermé la porte derrière eux, et sans préambule, l'a conduite dans le petit bureau à l'arrière, où il a ouvert une armoire métallique qui portait de vieilles égratignures et bosse comme une histoire écrite en coups. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes et des lecteurs enveloppés de plastique, chacun marqué de dates et de brèves notes. Il les a posés sur le bureau soigneusement, sa main stable maintenant. « J'ai gardé des copies, a-t-il dit, sa voix basse et simple. Chaque fois qu'il me faisait effacer quelque chose, je gardais une copie. » Lena a fixé du regard la pile, sa respiration s'accrochant douloureusement, parce que dans ces objets vivait la preuve qu'elle n'avait pas imaginé sa propre peur, que le rapport qu'elle avait déposé et regardé disparaître avait autrefois été réel. Elle a touché une enveloppe comme si elle pouvait la brûler, puis a retiré sa main, hochant la tête une fois, parce que la compréhension avait commencé à remplacer la terreur. Dehors, le Malinois belge attendait là où il avait été attaché la nuit d'avant sa corde remplacée, maintenant par une chaîne clipsée, lâchement à un poteau près de la station. Il se tenait grand et alerte, son pelage fauve et noir terne dans la lumière hivernale, yeux ambre suivant chaque mouvement à travers la rue. Le chien avait 5 ans, entraîné pour la précision et la patience, et il supportait l'attente avec une dignité rigide qui troublait les passants. Il ne gémissait pas ou ne faisait pas les 100 pas. Il ne s'allongeait pas pour dormir. Il observait simplement parce que la loyauté n'était pas bruyante. Elle était constante. Une femme locale nommée Sarah Whitcomb s'est arrêtée en face de lui en allant à l'épicerie, s'arrêtant malgré elle. Sarah était dans ses fins 40 ans, grande et mince, avec des cheveux gris, entrelacés dans ses cheveux foncés qu'elle portait, tirés en arrière en une torsion pratique, sa posture droite d'une manière qui parlait de longues habitudes de responsabilité. Elle avait travaillé comme secrétaire d'école pendant des décennies, connaissait chaque histoire de famille digne d'être connue et avait appris après un divorce amer que la gentillesse avait besoin de limites pour survivre. Elle a étudié le chien un instant, notant l'intensité calme, l'absence de panique, et quelque chose dans son expression s'est adouci. « Bon garçon », a-t-elle murmuré, ne tendant pas la main comprenant sans instruction que cet animal n'appartenait pas aux étrangers. Le Malinois a agité une oreille, mais n'a pas rompu sa concentration, et Sarah est passée avec un froncement de sourcils qui la suivrait dans des conversations plus tard ce jour-là. À la fin de la 2e nuit, Holloway a ouvert la cellule de Daniel avec une expression d'ennui pratiquée, papier en main. « Vous êtes libre de partir », a-t-il dit platement. « Pas d'accusation. » Les mots ont été livrés comme une faveur, pas un aveu, et Holloway s'est penché plus près, baissant sa voix juste assez pour porter une menace sans témoin. « Je suggère que vous quittiez la ville aujourd'hui.
Daniel s'est levé doucement, poignait douloureux visage composé, et n'a pas demandé pourquoi ou offert de remerciements, parce qu'il comprenait le langage utilisé et les limites de ce qui pouvait être dit ici. Dehors, l'air froid coupait proprement, honnête d'une manière que la ville n'avait pas été, et le Malinois s'est raidi l'instant où Daniel est apparu, chaîne cliquetant doucement, alors que le chien s'élançait en avant de se retenir au bout de celle-ci. Daniel s'est agenouillé, une main s'enfonçant dans la fourrure épaisse au cou du chien, se basant dans le poids et la chaleur familiers. « Doucement, a-t-il dit doucement, je suis là. » Le chien s'est penché dans le contact, tension s'atténuant mais ne disparaissant pas, parce que la readiness faisait partie de qui il était. Daniel n'est pas retourné au restaurant ce matin-là. Il est allé à son camion, a rassemblé ses affaires et a fait une série d'appels depuis un téléphone public près du bord de la ville. Sa voix basse, ses mots précis. Il a contacté un liaison d'enquête militaire en qui il avait confiance. Un homme dont la compréhension de la procédure était égalée par un respect pour le timing, et puis un inspecteur fédéral dont le nom avait été passé discrètement entre les unités quand les systèmes locaux échouaient. Il n'a pas dramatisé. Il n'a pas accusé. Il a fourni des faits emplacements et la promesse de preuves matérielles. Chaque appel était court délibéré parce que les systèmes répondaient mieux quand approchés sans chaleur. Quand il a fini, il est retourné vers la station, non pour confronter qui que ce soit, mais pour récupérer ce qui était à lui. Holloway a regardé d'à travers le lot, bras croisés, expression illisible, et n'a rien dit alors que Daniel décrochait la chaîne et guidait le Malinois dans le camion. Le message avait déjà été livré. Regarder était tout ce qu'il restait à Holloway. Au moment où Daniel s'est éloigné, la ville commençait à le sentir. Sarah Whittam a parlé à une voisine dans l'allée de l'épicerie, sa voix calme mais ferme. Lena Parker était assise dans le bureau du restaurant avec George Miller, triant des enveloppes, sa peur se remodelant en un but. Evelyn Reed a placé le lecteur dans son casier et l'a fermé à clé avec des mains qui ne tremblaient plus si mal. Rien de tout cela n'était bruyant. Rien de tout cela n'était violent. Mais cela bougeait, comme une pression se redistribuant sous la surface, cherchant un endroit pour percer. Daniel a conduit jusqu'au bord de la ville et s'est arrêté brièvement, posant sa main sur le volant, le Malinois assis droit à côté de lui, yeux en avant, prêt. Il n'a pas regardé en arrière au restaurant ou au poste. Il n'avait pas besoin de le faire. La vérité avait commencé à bouger, et une fois en mouvement, elle ne lui demandait pas de se tenir sur son chemin. Il a démarré le moteur et est parti, laissant derrière lui une ville qui n'avait pas encore changé, mais le ferait bientôt parce que le silence, une fois fissuré, ne se scellait pas facilement de nouveau. La neige a commencé de la manière dont elle le faisait toujours dans les hautes terrasses, non avec drame, mais avec décision. Elle a dérivé en finets, patientes lignes, qui ont adouci les bords et d'étouffer le son se posant sur la ville, comme pour la calmer après une longue dispute. Au moment où la berline fédérale noire est arrivée, ses pneus chuchotant contre le pavé mouillé, les fenêtres du restaurant brillaient déjà de nouveau, lumière stable, enseigne néon ne clignotant plus. La ville ne s'était pas rassemblée pour regarder. Elle ne l'a jamais fait. La justice, quand elle est finalement arrivée ici, préférait un public qui gardait sa distance. L'inspecteur fédéral est descendu en premier. Une femme au début de ses 50 ans nommée Margaret Doyle, grande et carrée d'épaules, son manteau foncé boutonné haut contre le froid, ses cheveux tirés en arrière fermement en un nœud pratique qui ne laissait aucune place à la vanité. Elle se déplaçait avec la certitude sans hâte de quelqu'un qui avait appris que l'autorité n'avait pas besoin de s'annoncer pour fonctionner. Des années en supervision avaient façonné sa manière, directe non sentimentale et allergique au spectacle. Elle a hoché la tête une fois aux agents derrière elle, puis a traversé la rue vers la station sans regarder autour parce qu'elle savait déjà où elle allait et pourquoi. À l'intérieur, Mark Holloway a essayé d'en rire au début. Son visage était pâle sous le rouge familier, sa barbe non taillée, son uniforme pressé, mais usé mince par l'habitude.
Il a argumenté la procédure, questionné la juridiction, a élevé sa voix quand le calme ne marchait pas, puis est resté silencieux quand les menottes sont sorties et les mots modèles d'abus ont été prononcés clairement, sans accusation, sans chaleur. Le pouvoir l'a quitté rapidement une fois qu'il l'a quitté officiellement dépouillé de bruit et d'armes. Il semblait plus petit que quiconque se souvenait épaules s'affaissant, yeux cherchant des alliés qui ne s'avançaient pas. Il n'y avait pas d'acclamation quand il a été relâché, pas de vindication criée, seulement le raclement de bottes sur le béton et le doux clic d'une porte de cruiser se fermant, le son final sans être fort. Evan Reed se tenait près de l'arrière de la pièce, mains jointes fermement devant lui, son uniforme soudainement s'ajustant différemment maintenant qu'il l'utilisait pour ce à quoi il avait été destiné. Il a parlé quand on lui a demandé, voix assez stable pour se surprendre, décrivant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait copié, ce qu'il avait préservé quand l'effacement avait été attendu. Evan était encore jeune, portait encore les lignes pures de quelqu'un qui n'avait pas encore été usé par le compromis, et l'acte de témoigner ne l'a pas transformé en héros autant qu'il l'a transformé en lui-même. Quand il a fini, il a expiré lentement, le poids dans sa poitrine se déplaçant, parce que la peur ne disparaissait pas, mais elle changeait de forme quand elle était finalement nommée. Lena Parker était assise dans une pièce tranquille hors du hall principal, mains enroulées autour d'une tasse en papier qu'elle n'avait pas touchée. Un défenseur des témoins lui a parlé d'une voix calme et pratiquée, expliquant les protections procédures, les calendriers, le langage prudent et clair. Lena a écouté, hochant la tête, sa posture plus droite qu'elle ne l'avait été des semaines auparavant, parce que quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle était toujours grande et élancée, toujours douce, toujours prudente par nature, mais maintenant sa prudence avait une direction. La gifle sur sa joue s'était estompée en jaune, mais le souvenir restait vif, non comme douleur, mais comme preuve. Quand elle a signé les papiers placés devant elle, sa main n'a pas tremblé. Le restaurant a ouvert cet après-midi, comme il l'avait toujours fait, la sonnette carillonnant doucement l'odeur du café s'installant dans l'air. Mais l'atmosphère était différente de manière difficile à mesurer. Les gens parlaient plus doucement, non par peur, mais par conscience, et ils se tenaient un peu plus droit, comme si le plafond avait été élevé sans que personne ne le remarque. George Miller travaillait le comptoir avec les mêmes mouvements réguliers, ses mains de mineur toujours rugueuses, son dos toujours raide, mais ses yeux plus clairs maintenant, la tension longtemps retenue s'atténuant de ses épaules. Il avait remis le dernier de ce qu'il avait gardé ce matin-là, les enveloppes et les disques quittant enfin sa possession, et le soulagement de ne plus les garder était visible dans la manière dont il bougeait plus légèrement malgré les années. Sarah Whittam est entrée juste après midi-neige fondant dans son écharpe, sa posture droite comme toujours. Elle a commandé son thé habituel, a hoché la tête à Lena et n'a rien dit du cruiser qu'elle avait regardé plus tôt ou des rumeurs déjà circulant à travers la ville. Sarah avait vécu assez longtemps pour savoir quand le silence était respectueux plutôt que craintif, et c'était l'une de ses fois. Elle s'est assise près de la fenêtre, mains pliées yeux suivant la neige, alors qu'elle s'accumulait et a ressenti le petit, inconnu confort de savoir que les choses pouvaient changer sans exploser. Daniel Brooks n'est pas retourné au restaurant avant le soir, et même alors il n'est pas entré. Il a garé de l'autre côté de la rue, moteur au ralenti, neige s'accumulant légèrement sur le capot de son vieux pick-up. Le Malinois belge était assis sur le siège passager, cinquant et composé, son pelage fauve assombri là où les flocons fondants le touchaient, yeux ambre calmes, mais alertes. Il portait son harnais tactique noir mat, maintenant ajusté et non marqué une pièce d'équipement fonctionnel qui lui allait aussi naturellement que la discipline allait à son corps. Le chien a regardé la porte du restaurant sans tension, parce que la posture de son maître lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Daniel est sorti et s'est tenu un instant dans le froid, la neige se posant sur ses épaules, le calme pressant autour de lui.
Il semblait plus vieux que quand il était arrivé des jours plus tôt, non d'épuisement, mais du genre de clarté qui réarrangeait le sens du temps d'un homme. Son uniforme NW Type le 3 était propre mais usé, les patchs velcro vierges inchangés, sa présence toujours anonyme par conception. Il ne portait pas l'air de quelqu'un attendant une reconnaissance et il ne cherchait pas de menace parce que cette partie était terminée. De l'autre côté de la rue, Lena est entrée dans l'embrasure de la porte du restaurant, tablier toujours attaché, cheveux tirés fermement en arrière contre le temps. Elle n'a pas salué, elle n'a pas appelé, elle a simplement placé une main à plat contre sa poitrine, doigts écartés comme pour stabiliser quelque chose en elle, et a incliné sa tête une fois, un petit geste qui contenait plus de signification que les mots ne pourraient jamais. Daniel a rencontré ses yeux brièvement et a hoché la tête en retour, ne souriant pas solennel, juste présent. C'était assez. Personne n'a applaudi, personne n'a prononcé son nom. Il n'y avait pas de discours, pas de remerciements offerts assez fort pour traverser la rue. La ville n'avait pas besoin d'un symbole autour duquel se rallier. Elle avait besoin d'espace pour respirer, et cela lui avait été donné tranquillement. Daniel est retourné au camion, a ouvert la porte et s'est glissé dans le siège du conducteur. Le Malinois s'est déplacé légèrement pour faire de la place, puis s'est de nouveau installé, posture détendue, prêt. Le moteur s'est mis en marche avec un grondement familier, stable et sans particularité. Alors que Daniel s'éloignait, la neige s'est épaissie, adoucissant les bords des bâtiments, la route s'étirant pâle et tranquille devant. Il n'a pas regardé en arrière au poste ou au restaurant, parce que le travail ici n'avait jamais été de rester. Il s'agissait de rester assez longtemps pour que les autres trouvent leurs pieds. Le chien a reposé son menton brièvement sur la porte, oreille se levant au son du vent, comptant dans le rythme du mouvement. Le camion a disparu dans la neige tombante, pas vite, pas lentement, emportant avec lui une justice qui avait fait son travail sans exiger d'être vue. Parfois, nous attendons des miracles pour arriver avec du bruit, avec du tonnerre, avec des signes clairs qui ne peuvent être ignorés. Mais cette histoire nous rappelle que Dieu travaille souvent de manière plus silencieuse, non par un pouvoir soudain mais par la retenue, non par la vengeance, mais par la vérité qui refuse de disparaître. Daniel n'a pas gagné parce qu'il était plus fort, plus bruyant ou plus violent. Il a gagné parce qu'il est resté immobile quand la peur exigeait le silence, parce qu'il a choisi la patience quand la colère aurait été plus facile, et parce qu'il a cru que faire ce qui était juste importerait, même si personne n'applaudissait. Dans nos vies quotidiennes, nous faisons face à des moments comme celui-ci plus souvent que nous ne le réalisons. Moments où parler semble risqué, où rester calme semble une faiblesse, où s'éloigner semble plus facile que de rester ferme. Pourtant, les Écritures nous enseignent que la vérité nous rend libres. Pas immédiatement, pas sans coup, mais inévitablement. Dieu n'enlève pas toujours l'injustice en un instant. Parfois, il place des gens ordinaires dans des moments ordinaires et leur demande de choisir le courage sans connaître le résultat. Si cette histoire a touché votre cœur, qu'elle vous rappelle que l'intégrité tranquille porte toujours du poids, que la bonté n'a pas besoin de permission pour exister et que même les choix invisibles peuvent déplacer le sol sous un endroit brisé. Partagez cette histoire pour que d'autres qui se sentent impuissants puissent trouver de l'espoir. Laissez un commentaire pour faire savoir à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne pour que plus d'histoires de vérité et de courage puissent être racontées. Et si vous croyez que Dieu travaille encore à travers la patience, la retenue et la foi, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous protège et marche avec vous à travers chaque bataille silencieuse que vous